Voilà, donc Patricia Doury, qui est garagiste à Marseille et qui ne met pas les mains dans le cambouis du tout. Non, nous, ce qu'on n'a pas trop aimé, c'est qu'on nous dise que cette femme était bien parce qu'elle fonctionnait comme un homme. Ouais. Eh ben non, elle fonctionne comme une femme, enfin. Voilà, alors ça y est, nous allons enfin savoir pour qui Corinne Pellos-Bello est allée vivre de grandes aventures sur la chaîne himalayenne, dans la forêt amazonienne. Eh bien, c'est pour ce jeune homme, voilà, qui s'appelle Bruno Lambert et qui est l'autre comparse des Marcheurs de la Terre. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'on voulait savoir, parce que quand vous partez à deux, c'est pourquoi vous emmenez une femme plutôt qu'un homme. Ben, j'ai toujours du mal à trouver des coéquipiers pour les expéditions, quoi. Donc ça peut être des hommes. Ça va bien. On trouve beaucoup plus de coéquipières sur les expéditions longues que des hommes, effectivement, quoi. Mais ceci dit, c'est pas du tout un inconvénient dans le sens où les femmes sont très endurantes. Et je pense que de voyager, je dirais, avec sa compagne dans la vie comme en expé, c'est pas une mauvaise chose, quoi. Ouais. Ça se passe mieux qu'avec un bon copain, par exemple? On ne peut pas dire que ça se passe mieux, disons qu'avec mon copain, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir les heurts, je dirais, inhérents au couple, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, la complicité, je dirais, l'habitude que l'on a de la vie commune fait qu'on peut aller encore plus loin, quoi, et se soutenir davantage, chose qu'on ne ferait pas réellement avec un copain, quoi. Pas de rivalité. Pas de rivalité avec les femmes. Vous disiez, ouais, ça se passe mieux. Ça, c'est un gros avantage. C'est vrai que le fait d'être un couple, en fait, homme-femme, la femme a ses tâches, l'homme a ses tâches, dans une expédition comme dans la vie courante, je dirais, quoi. Et quand on s'y tient, c'est vrai qu'on est ni jaloux de ce que l'autre peut faire, et puis on prend conscience de ce qu'on n'est pas capable de faire non plus, et puis on s'en tient à ce qu'on est capable de faire. Mais à la base, c'est Bruno qui avait initié cette série d'exploration, c'est vous, hein? Oui, tout à fait, ouais. J'ai déclaré le programme des Marcheurs de la Terre en 95, mais en fait c'était le fruit de 20 ans d'aventure à travers le monde déjà auparavant, quoi. Quels étaient vos métiers respectifs auparavant? Moi j'ai commencé comme éducateur sportif, accompagnateur en montagne, moniteur de voile, etc. Donc j'ai suivi le cursus sportif et très rapidement, dès l'âge de 20 ans, je me suis orienté sur l'expédition commerciale avec clients, quoi. Ce qui fait que pendant 15 ans j'ai accompagné des clients à travers le monde avant d'exercer comme reporter et explorateur, conférencier. C'est l'habitude de la logistique. Et Corinne, qu'est-ce que vous faisiez? Je suis également éducateur sportif. Et vous êtes rencontrés comment? Sur un bateau. Et vous vous êtes dit, je descendrai bien les fleuves de l'Amazonie. Sur un catamaran, ouais. À cette époque-là, j'avais encore une base de voile. D'accord. Alors vous êtes explorateur, reporter, c'est un label, c'est... Non, disons que très souvent, disons que l'explorateur, c'est un petit peu le titre générique, quoi. Donc c'est l'aventurier, c'est l'explorateur, c'est celui qui va jusqu'au bout de ses rêves. Le reporter, c'est la définition qui va jusqu'au bout de ses rêves. C'est difficile, il n'y a pas vraiment de définition d'explorateur. Explorer, c'est découvrir profondément un lieu ou une chose. Donc nous on fait de l'exploration géographique, le reporter c'est le métier en fait. Donc c'est une profession, c'est une façon disons d'adapter et d'assumer financièrement et commercialement une passion, quoi. Donc on écrit, on intervient, on fait des plateaux, pas mal de conférences, beaucoup de projets pédagogiques. Alors vous filmez un peu? Oui. Voilà, oui. Parce que là on voit quelques images, ça c'est vous ou que... Alors ça c'est pas lui. ça c'est moi, ça, oui, c'est en Guyane française, lors de notre Trans-Guyane en 98. Donc nous avons passé 96 jours en forêt. Ça c'est au Népal. Donc une expédition beaucoup plus orientée sur le milieu humain. Sur le fait d'apprendre à compter aux enfants. Notamment, voilà. Très riche en relations humaines. Ouais. Au Népal, il y a eu plus de rencontres, j'imagine, qu'en pleine forêt. Ouais, ça c'est clair. Ouais. En pleine forêt, pendant 36 jours, nous n'avons eu personne. C'est-à-dire qu'on a traversé ce que l'on appelle les zones blanches. Alors ça c'est un yak, il est magnifique ce yak. Avec en arrière-plan le Pumori. Et vous n'avez pas croisé les équipes de Himalaya, les équipes de tournage du film? Non, mais on y était sur la même période. C'est la même période? Eux étaient dans la partie ouest du Népal, sur le Lolpo, alors que nous on était dans la partie est. Alors une petite question quand même à Corinne, parce que vous avez suivi quand même Bruno un peu partout dans le monde, en sachant quand même les petits ennuis physiques que vous avez eus, parce que cette histoire de cornet sur le pôle, la dingue au Népal, par exemple, votre mère, est-ce qu'elle regrette que vous ayez rencontré ce jeune homme-là en particulier? Il faudrait peut-être lui poser la question, profondément je ne sais pas, mais je crois que si elle voit la vie enrichissante que j'ai menée jusqu'à présent, je pense qu'elle dirait non à cette question. D'accord. Alors dans un instant, nous allons savoir, grâce à Florence Blanc, si vraiment ça vaut le coup de travailler à deux, et vous saurez ensuite s'il faut continuer ou pas.
Et Bruno essaye de lire sur les papiers de Florence la réponse. Elle me les met sous le nez, moi. Non, mais la réponse se trouve à la fin, sur la deuxième page qui est cachée. Florence, tu peux J'ai rien répondre, vu du tout. t'inquiète pas. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Je ne sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas c'est formidable parce qu'ils font des métiers entre guillemets passionnants. Et ce qui est sympa de voir, c'est que dans les gens qui travaillent ensemble, bien souvent derrière un homme qui a peut-être eu des projets, il y a toujours une femme qui va suivre et tout. Et c'est vrai que ça se retrouve dans beaucoup de corps de métier, les gens qui travaillent en couple. Alors je vais mettre un peu de côté ce qu'on appelle les pharmaciens, les médecins. Bon, Oui, donc le commerce, non, tu mets de côté. Non, c'est pas ça, c'est que ce sont souvent des gens qui ont des métiers similaires. Donc un pharmacien, une pharmacienne, c'est normal, ils sont peut-être connus un petit peu sur les bancs de l'école et tout. Mais par exemple, vous prenez les artisans, c'est assez rigolo de voir par exemple que chez les artisans, c'est souvent des métiers d'hommes, parce que les artisans, ce sont des maçons, des cordonniers, des boulangers, des charcutiers. Et il y a souvent la femme qui travaille avec son mari, parce que d'une certaine façon, alors c'est sûr, c'est pas l'aventure, comme vous, mais souvent elle a été entraînée comme ça. Et c'est vrai que bon, alors ça part du petit coup de main le dimanche pour régler quelques papiers, mais quelquefois c'est une vie à part entière où elle aide complètement son mari. Jusqu'à la tentative de reconnaissance d'un statut de femme d'artisan. Complètement, femme d'artisan, ce qu'on appelle les conjoints collaborateurs. Vous êtes conjointe collaboratrice. Et alors, quand on les interroge, ces gens-là, c'est vrai, moi je trouve ça un petit peu merveilleux parce qu'ils ont une vie de couple. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément rigolo de travailler ensemble tous les jours, mais ils ont des histoires toujours un petit peu vraiment au niveau de l'amour qu'ils peuvent se porter, c'est-à-dire que par rapport à leur travail, même s'ils travaillent tous les jours ensemble, ils ont des façons aussi de se donner du temps libre, des petits ballons d'oxygène. Il y a une boulangère qui racontait, moi mon mari, je veux pas qu'il rentre à la maison le soir parce qu'on est, l'appartement est en haut, je veux qu'il se change, je veux pas qu'il arrive avec de la farine plein la figure. Vous avez des petits, Ah oui, des petits moments. Il faut mettre des sas, Voilà, tu veux dire. entre la vie privée et évidemment la vie qu'on peut avoir tous les jours. Alors vous travaillez, vous marchez ensemble, vous avez des petits moments comme ça, vous vous engueulez ou vous vous donnez des petits moments de Pour liberté? Paul, ça doit être pratique pour Non, parce que c'est important ça. Avant d'entrer dans l'igloo, par exemple, on peut changer. Non, en expédition, il y a moins de temps libre comme ça, parce qu'on est vraiment 24 heures sur 24 ensemble, mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut s'imposer justement des temps, des coupures, parce que tout se mélange, entre travail et vie commune, tout se mélange. Donc au bout d'un moment, on arrive même dans la cuisine, en train de faire à manger, en train de travailler pour la prochaine expédition. En fait, il y a vraiment... tout est enrobé, quoi. Donc, Et les petits rendez-vous d'amoureux, vous n'arrivez plus à vous en donner, du coup? Ou c'est on se retrouve la semaine prochaine aux Philippines? Non, mais je crois que ça se gère tout à fait. Même pendant l'expédition, j'avais encore un flash de la Guyane. Généralement, quand on part en expé, on a un régime diététique très très sain, quoi. Moi, je sais que systématiquement, dans toutes mes expéditions, j'amène un petit peu de rhum, quoi. Donc systématiquement, tous les soirs, non, mais réellement, quoi. Avant d'attaquer donc le hamac, le sommeil, la reconstitution pourquoi? Pour se physique et tout, détendre et pour se passer un bon détendre et moment? puis se forcer à passer un moment sympa, quoi. D'accord. C'est assez important, quoi. En fait, c'est marrant, quoi, mais c'est un petit peu une ligne de conduite, quoi. Et dans le sens de la S'imposer de la boulangère, il y avait un petit flacon de rhum avant d'entrer Non, dans mais le tous salon. ces gens qui travaillent ensemble disent, c'est vrai que quand il y a des épreuves à traverser, si on s'aime beaucoup, ça paraît idiot, mais on arrive à les traverser. Et s'il y en a un qui perd pied, éventuellement, il y a toujours l'autre pour ramener un petit peu à la surface. Le problème, c'est quand les deux perdent pied ensemble. Ouais. Ça vous est déjà arrivé? Non, à ce point-là... Non, à ce en point-là, non. expédition, ça a toujours été soit l'un, soit l'autre qui perd pied. Puis, en fait, je crois que quand on voit un qui est en train de lâcher prise, ça donne beaucoup de force à l'autre. Et en fait, il fait les choses pour deux, quoi. Ça veut dire que quand ça marche, c'est super. La morale, c'est qu'il faut quand même beaucoup s'aimer. Il faut Il vaut mieux, énormément sinon c'est suicide 24 heures sur 24, c'est une horreur. Pour vivre dans un tout petit cabanon, je crois aussi qu'il faut quand même un petit peu d'amour. Oui, mais l'amour, après, ça entraîne que l'on fait des enfants. Et Voilà. le petit cabanon, il devient beaucoup trop petit. Il faut pousser les murs. Et quand C'est on n'a pas de sous, qu'est-ce qu'on fait? On a des idées. C'est l'histoire d'un architecte, un jeune qui a des enfants, comme vient de le dire Virginie, qui n'a pas beaucoup d'argent, parce que pour les jeunes architectes, c'est pas facile, mais forcément, il a beaucoup d'idées. Et avec son petit cabanon, il a fait des choses que vous pourriez faire aussi peut-être, Et si ça vous êtes fait rêver. architecte. Ça fait rêver. Voilà, alors nous allons repartir faire de la marche à pied. Peut-être que les danseurs aimeraient aussi d'ailleurs vous suivre en Himalaya et un petit peu partout. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre mode de vie, Bruno et Corinne? C'est de réaliser vos rêves, comme Luc Alphand tout à l'heure? Oui, tout à fait. Ça, je crois que c'est la définition, c'est le lot commun de tous les passionnés, quoi. C'est de vivre au plus près de ses rêves, de tenter de les adapter au mieux dans un système établi, de façon à être en accord avec soi-même, de produire encore et encore des rêves comme un gamin. Ça, c'est la règle de base. En fait, je crois que
C'est pas l'objectif, c'est plus une conséquence qu'autre chose, mais on doit rester des grands enfants. Tous les explorateurs, même avec une filmographie ou je dirais une bibliographie de 30 ans, sont toujours des grands enfants, quoi. Et il reste toujours des zones explorées, quoi qu'on pense. Tout n'a pas été découvert. Vous parliez de zones blanches d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il existe encore sur la planète de nombreuses zones blanches, c'est-à-dire non cartographiées, photographiées par satellite, certes, mais pas cartographiées. On ne sait pas ce qu'il y a à ces endroits. On peut trouver de tout. On peut trouver des temples, on peut trouver des populations non répertoriées, on peut trouver beaucoup de choses. Donc vous êtes utile. On est tout à fait utile. Ne serait-ce que pour les cartes. Est-ce que les enfants que vous rencontrez dans les écoles aussi ont envie soit d'apprendre un peu mieux la géo, soit de partir un jour comme vous? Les enfants s'envolent littéralement parce qu'en fait c'est un voyage par procuration qu'on leur procure. C'est-à-dire que régulièrement pendant les expéditions ils reçoivent des bulletins de route. Donc à partir de là ils exploitent toutes les matières traditionnelles, essentiellement sciences de la terre et de la vie. Ils rêvent avec le voyage qu'on leur apporte. Ce rêve c'est un peu un entonnoir je dirais à connaissance. Et c'est vrai que les gamins sont très influencés, quoi. Pour la géo, c'est mieux. Hein. Pour la géo, pour l'histoire, pour l'archéologie, pour les nouvelles technologies aussi, puisqu'on travaille avec le satellite, on travaille avec Internet. Donc on touche un petit peu tous les domaines. Les marcheurs de la Terre.